Lucas inspira lentement, une profonde respiration d'adulte qui ne correspondait pas à un enfant de 10 ans, se répétant que son grand-père, Pierre, lui avait dit de venir ici, à cet étage précis, et qu'il lui avait promis de le faire. Quelqu'un derrière Lucas gloussa cruellement, un homme dans un costume gris impeccable chuchotant à sa femme élégante, probablement le fils d'une femme de ménage, il a trouvé une faille et se croit important, ce qui déclencha d'autres rires, mais Lucas ne tressaillit pas et posa le dossier sur le comptoir comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. À l'intérieur se trouvaient des documents, le numéro de compte, un acte de naissance, une autorisation légale et une petite note manuscrite de la seule personne qui ne s'était jamais moquée de lui, Pierre Dubois, son grand-père. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans le regard du directeur, Monsieur Lefebvre, peut-être de l'agacement, peut-être de la curiosité, ou les deux, et il soupira en disant « Très bien, voyons ce que nous avons là, sans doute un livret jeune », avant de taper paresseusement sur son clavier, s'attendant à des chiffres si dérisoires qu'il pourrait en rire plus tard lors de l'apéritif. Mais soudain, il se figea, ses doigts restèrent en suspens au-dessus des touches, son visage devint livide, il essaya de taper à nouveau une fois, 2 fois, 3 fois, et sa main commença à trembler. Derrière Lucas, les rires s'éteignirent instantanément, quelqu'un chuchota « Que se passe-t-il ?» tandis qu'un autre murmurait « Il y a un problème avec le système » et Monsieur Lefebvre déglutit difficilement avant de demander « Petit, qui était exactement ton grand-père ?» Lucas leva les yeux, un regard stable et sans peur, répondant simplement « La seule personne qui ne s'est jamais moquée de moi. » La chaise du directeur recula dans un crissement aigu alors qu'il se levait d'un bond, déclarant qu'il devait vérifier quelque chose et demandant à Lucas d'attendre là, avant de se précipiter dans une pièce adjacente en entraînant un autre employé avec lui, le ton urgent et bouleversé, n'ayant plus rien de l'arrogance affichée quelques minutes plus tôt. Lucas resta immobile, la main posée sur le dossier, les yeux brillants non pas de peur mais à cause du souvenir, murmurant doucement « Je fais ce que tu as demandé, papy, ne me laisse pas faire ça tout seul. » Cette fois, les gens entendirent et une femme s'approcha de lui avec hésitation, demandant « Mon chéri, pourquoi es-tu venu seul ? Est-ce que ta mère sait que tu es là ?» Ce à quoi Lucas secoua la tête en répondant qu'elle ne savait pas, mais que son grand-père avait dit qu'il devait venir dès qu'il serait parti. La salle expira, presque honteuse, réalisant qu'il n'était pas un garçon essayant de frimer, mais un enfant tenant une promesse. Les minutes passèrent, lourdes, silencieuses, pleines d'attente, puis le directeur et le surintendant principal, M. Durand, réapparurent, leurs expressions complètement transformées, sans suffisance ni supériorité, seulement de l'incrédulité. « Fiston, dit doucement M. Durand, nous devons te parler en privé », ce qui fit éclater des murmures dans la salle, les gens se demandant ce qu'un enfant faisait dans un salon privé et ce que le système avait bien pu afficher. Lucas hocha simplement la tête, mais avant d'avancer, il demanda si sa mère pouvait venir avec lui, ce qui adoucit collectivement l'atmosphère de la pièce. Monsieur Lefebvre secoua doucement la tête en demandant où elle était, et quand Lucas répondit qu'elle travaillait et ne pouvait pas venir, une expression humaine sincère traversa pour la première fois le visage du directeur qui déclara « Alors nous resterons avec toi jusqu'à ce qu'elle le puisse. » Les lèvres de Lucas tremblèrent, non de peur, mais d'épuisement face au poids d'une promesse qu'un enfant n'aurait pas dû avoir à porter seul, et il hocha la tête à nouveau en disant qu'il était prêt. La porte vitrée se referma derrière eux et à l'intérieur, le monde que Lucas connaissait était sur le point de s'ouvrir en deux, car personne, pas même Lucas, n'avait la moindre idée d'à accent grave quel point la vérité était explosive. Alors que Lucas suivait les banquiers dans cette pièce silencieuse, il ignorait que son monde entier allait changer, et si vous étiez à sa place, âgé de seulement 10 ans, auriez-vous été assez courageux pour entrer seul dans cette pièce ? À l'intérieur du salon privé, l'air semblait plus lourd que dans les halls en marbre à l'extérieur, ce n'était pas la taille de la pièce qui la rendait étouffante, ni la lampe tamisée brillant sur la table en bois massif, c'était la tension, le poids de quelque chose de non dit, quelque chose d'énorme. Lucas se glissa sur la chaise que M. Durand avait tirée pour lui, ses pieds ne touchant pas le sol, et ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il posa le dossier transparent sur la table. M. Lefebvre et M. Durand échangèrent un regard que Lucas ne put comprendre mais qu'il ressentit, un regard signifiant que ce qu'ils avaient vu sur leurs écrans était bien au-delà de l'ordinaire, bien au-delà de la sécurité. M. Durand parla doucement, « Lucas, avant d'ouvrir à nouveau tes documents, je dois te dire que tu es en totale sécurité ici », mais le mot « sécurité » résonna dans la poitrine de Lucas comme une note inconnue, en sécurité de quoi ou de qui ?
Le surintendant ouvrit délicatement le dossier et trouva 3 objets, une lettre officielle pliée en 3, une enveloppe manuscrite et une petite clé dorée qui scintillait sous la lumière de la lampe. « Est-ce que cette clé est à toi ?» demanda-t-il, et Lucas chuchota qu'elle appartenait à son grand-père, qui avait dit qu'elle compterait un jour. « Et ce jour est aujourd'hui ?» répondit M. Durand, mais alors qu'il dépliait la lettre officielle, la porte s'ouvrit avec un déclic et une nouvelle silhouette entra, une femme en manteau gris anthracite, avec de fines lunettes et une mallette noire, qui semblait traverser les urgences aussi calmement que des portes tournantes. « Maître Vasseur » soupira M. Durand avec soulagement, « Dieu merci, vous êtes là. » La femme hocha la tête et s'approcha de la table en disant, « Lucas, je m'appelle Maître Claire Vasseur, j'étais l'avocate de ton grand-père », ce qui fit cligner Lucas des yeux, surpris que son grand-père ait eu une avocate. « Ton grand-père avait bien plus que cela », répondit-elle doucement en posant sa mallette sur la table et en l'ouvrant avec une précision rodée pour en sortir une épaisse enveloppe scellée d'un cachet de cire qu'elle fit glisser vers Lucas. Cette enveloppe ne devait être ouverte que la première fois que tu demanderais l'accès à ton compte, expliqua-t-elle, ton grand-père savait que ce moment viendrait, il a tout préparé. Cette phrase, il a tout préparé, fit bouger quelque chose en Lucas comme une porte qui se déverrouille. Maître Vasseur s'assit et dit, avant que je ne te lise ceci, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre, ton grand-père n'a pas laissé d'argent par accident, il a laissé des instructions, des avertissements et un choix. Un choix, répéta Lucas. Monsieur Lefebvre déglutit et précisa qu'il y avait plusieurs choix en fait. Maître Vasseur expira doucement et demanda, « Mais d'abord, Lucas, je dois te demander, veux-tu continuer sans la présence d'un parent ?» Et le silence fut aussi tranchant que du verre avant que Lucas ne prenne une inspiration et dise, « Je suis venu ici parce que j'ai promis à papy, je ne veux pas m'arrêter. » Claire hocha la tête, respectant sa décision, brisa le seau de cire et ouvrit la lettre tandis que la pièce retenait son souffle. « Mon petit-fils bien-aimé, commença-t-elle à lire à haute voix, si tu entends ces mots, c'est parce que tu es entré dans un monde que je ne voulais pas que tu affrontes seul. » Lucas se pencha plus près. « Toute ta vie, je t'ai protégé des ombres que tu ne voyais jamais, ton père a un jour essayé de les affronter et en a payé le prix, il n'a pas disparu parce qu'il était faible ou parce qu'il t'a abandonné, il s'est volatilisé parce qu'il était chassé. » Lucas se figea, l'air se raréfia, son père n'était pas juste parti, il avait été forcé de partir. Ton père a survécu parce qu'il a fui, j'ai survécu parce que j'ai caché ce que j'avais, et toi, Lucas, tu devais être protégé de tout cela jusqu'à ce que tu sois assez grand pour porter la vérité. Maître Vasseur fit une pause alors que Lucas fixait ses chaussures, les yeux piquants. Maintenant tu es là, et il est temps que tu saches ce qui est à toi, non pas de l'argent, ni des propriétés, mais un héritage. Elle s'éclaircit la voix et continua, tu as 3 options, Lucas, le chemin t'appartient. Les mains de Lucas se serrèrent en poing sur ses genoux. Option 1, Luel, tu peux prendre le contrôle total de la fortune immédiatement, mais cela te placera sous les projecteurs, en danger, des gens viendront frapper à ta porte, certains souriants, certains menaçants, tu seras riche, mais tu ne seras plus jamais normal. Monsieur Lefebvre détourna le regard, mal à l'aise. Option 2, continua-t-elle, tu peux choisir de garder la richesse cachée, investie et bloquée jusqu'à ton 21e anniversaire, tu resteras protégé, supervisé, préparé, le monde ne saura pas ce que tu possèdes et tu auras le droit de grandir. Lucas leva légèrement le menton à ces mots. Et option 3, dit-elle plus doucement, tu peux rejeter l'héritage entièrement, t'éloigner de tout cela, garder ta vie simple, libre, intouchée par le danger ou l'avidité. La dernière ligne trembla sur sa langue, et sache ceci, Lucas, quel que soit le chemin que tu choisis, il définira non pas l'argent, mais l'homme que tu deviendras. Lucas sentit sa gorge se serrer, ses yeux brûlèrent, il agrippa le bord de la table si fort que ses jointures blanchirent. Maître Vasseur plia doucement la lettre et dit, nous ne te mettrons pas la pression, mais nous devons te demander, veux-tu procéder pour voir le solde ? Avant que Lucas ne puisse inspirer et répondre, la porte s'ouvrit à la volée avec une telle force que les murs tremblèrent presque et une voix d'homme hurla, ne le laissez pas voir ça. Les 3 adultes sursautèrent et Lucas se retourna pour voir un homme se tenir dans l'encadrement de la porte, la poitrine haletante, le visage rouge, les cheveux en bataille, l'air épuisé, terrifié et déplacé dans une pièce construite pour les riches. Il fallut 3 secondes au corps de Lucas pour se figer. Sophie Dubois, la mère de Lucas, fit irruption dans la pièce juste derrière l'homme, des larmes inondant son visage, criant
Lucas, mon chéri, je suis là, je suis là. Mais Lucas l'entendit à peine car ses yeux étaient rivés sur l'étranger dont le souffle tremblait comme s'il avait couru à travers tout Paris. Lucas, chuchota l'homme, la voix brisée, ne regarde pas cet écran, s'il te plaît, pas encore. La tête de Lucas tourna, il agrippa la chaise pour garder l'équilibre et demanda, comment connaissez-vous mon prénom? L'homme ferma les yeux, une larme s'échappant, et répondit, parce que je suis ton père. Le monde s'écroula sous les pieds de Lucas, Sophie laissa échapper un sanglot brut et douloureux, Monsieur Durand se figea au milieu d'un pas, Maître Vasseur laissa tomber le stylo qu'elle tenait et même la bouche de Monsieur Lefebvre s'ouvrit de stupeur. Marc Dubois s'avança lentement, la voix tremblante comme si chaque mot lui écorchait la gorge. « Je ne t'ai jamais quitté, Lucas, je ne t'ai pas abandonné, j'ai disparu parce qu'il me menaçait. »« Il vous menaçait ?» répéta Lucas. « J'ai couru parce que c'était le seul moyen de te garder en vie, » dit Marc. Lucas sentit toute sa poitrine trembler, l'air dans ses poumons devint froid, il essaya de parler mais seul un murmure s'échappa. « Pourquoi tu n'es pas revenu ?» Marc le regarda comme si la question déchirait quelque chose en lui. « J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé, mais partout où j'allais, il surveillait, chaque fois que je m'approchais, quelqu'un suivait, je ne suis pas revenu parce que revenir signifiait te mettre en danger, ton grand-père m'a fait jurer de rester caché. » Sophie essuya ses larmes, la voix tremblante. « Marc, il méritait de savoir. »« Je sais, » murmura Marc, le regard brisé, « mais je ne savais pas si les gens qui nous traquaient étaient toujours là dehors. »« Et vous savez pourquoi ils nous voulaient ?» demanda Marc, ce à quoi Monsieur Durand répondit à voix basse, « Le comte. » Marc hocha la tête, « L'argent n'est pas juste de l'argent, il est lié à des hommes qui n'acceptent pas de perdre, des hommes qui pensent que le pouvoir leur appartient, ton grand-père a volé leur pouvoir en donnant tout à Lucas. » Le cœur de Lucas battait la chamade. « Donc si je vois le solde, vous devenez une cible à nouveau, » finit Marc, et un silence glacial se répandit dans la pièce. L'écran devant eux affichait toujours une barre de chargement figée à mi-chemin comme un monstre derrière une vitre. Lucas fixa l'écran lumineux, la lettre, la clé, le père qu'il croyait mort, la mère qui avait pleuré plus qu'aucun enfant ne devrait jamais le voir, et il sentit quelque chose changer en lui, une étincelle de vérité, une étincelle de courage. « Je ne veux pas fuir, » murmura Lucas, « je veux connaître la vérité. » Marc s'étrangla. « Lucas, tu n'as pas à choisir aujourd'hui, » mais Lucas répondit d'une voix plus forte, « Mais je le veux, parce que papy me faisait confiance et je lui fais confiance. » La pièce retint son souffle, Lucas leva les yeux, des larmes sur les joues mais de la détermination dans le regard. « Je veux tout entendre, plus de secrets. » Marc déglutit et dit, « Alors c'est le moment », avant de tirer une chaise pour s'asseoir en face de son fils, se préparant à révéler une décennie de vérité. Et juste au moment où il ouvrait la bouche pour parler, le téléphone de Maître Vasseur vibra, elle vérifia l'écran et son visage prit une teinte blanche terrifiante alors qu'elle chuchotait 4 mots qu'iraient dire tous les adultes dans la pièce. « Ils savent qu'il est ici. » Le pouls de Lucas martela ses oreilles, la porte derrière lui ne semblait soudain plus assez épaisse et le monstre derrière la barre de chargement n'était plus la seule menace. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, Maître Vasseur referma son téléphone et leva les yeux en disant « Nous devons décider quoi faire ensuite », et elle ne parlait pas aux adultes, elle regardait directement Lucas parce que, d'une manière impossible, c'était lui qui devait choisir et son choix façonnerait tout ce qui viendrait après. « Dites-moi quelque chose, si vous étiez à la place de Lucas en ce moment, voudriez-vous continuer à creuser la vérité ou ressentiriez-vous une envie de fuir ?» La pièce sembla plus petite après que Maître Vasseur eut chuchoté ces mots, « Ils savent qu'il est ici », et bien que Lucas ne comprit pas tout à fait qui étaient ces « ils », il sentit les adultes se tendre autour de lui comme si le danger venait de s'infiltrer par les fissures des murs. Marc se rapprocha, sa main planant de manière protectrice près de l'épaule de son fils, mais il ne le toucha pas, semblant avoir peur que Lucas ne se recule. La respiration de Sophie tremblait. « Claire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui sait ?» Maître Vasseur ne prit pas de pincettes, les gens qui ont attendu 10 ans que ce compte redevienne actif, et ils ne voudront pas que ce soit Lucas qui le contrôle. Le pouls de Lucas battait dans ses oreilles, il regarda la barre de chargement lumineuse sur l'écran, figée à mi-chemin, qui lui rappelait une porte entr'ouverte vers un endroit qu'on ne pourrait plus refermer. « Qu'est-ce qu'ils veulent de moi ?» demanda Lucas d'une voix faible, et Marc répondit avant tout le monde, « Ils veulent ce que ton grand-père a protégé, ils veulent le pouvoir, l'influence. Ils ne te voient pas comme un enfant, Lucas, ils te voient comme une menace. » Sophie serra la main de Lucas,
mais tu n'es pas seul, plus maintenant. Pendant un instant, Lucas sentit les trois adultes le regarder, attendant qu'il s'effondre, qu'il craque, qu'il les laisse décider pour lui, mais quelque chose en lui avait changé toute la journée, peut-être était-ce la façon dont les banquiers avaient changé de ton dès qu'ils avaient vu la vérité, peut-être le souvenir de la voix de son grand-père dans cette lettre, ou peut-être le fait que son père, qu'il croyait mort depuis des années, avait l'air complètement vivant et terrifié pour lui. Quoi que ce fût, cela fit se redresser Lucas sur son siège. « Je veux voir le solde, dit-il. » La salle se figea dans un silence absolu. Marc secoua la tête. « Lucas, tu es juste un enfant, tu n'es pas obligé. » « Non, » l'interrompit Lucas doucement mais fermement, « je suis venu parce que papy me l'a dit, et je ne partirai pas sans savoir ce qu'il protégeait. » Il regarda chacun d'eux, les yeux pleins de regret de son père, ce larmoyant de sa mère, le regard stable de maître Vasseur, et ajouta, « Et je n'ai plus peur. » Les adultes échangèrent un regard où se mêlaient peur, fierté et incrédulité. Maître Vasseur posa sa main sur le clavier, « Si Lucas veut le voir, nous avançons, Marc, Sophie, la décision finale lui appartient. » Marc ferma les yeux, expirant en tremblant, « Alors laisse-moi me tenir à ses côtés. » Sophie hocha la tête, « Moi aussi. » La pièce se réorganisa, les trois adultes se tinrent autour du moniteur, formant un triangle protecteur autour du petit garçon sur la chaise. Lucas posa sa main sur la souris, ses doigts tremblaient, mais il ne recula pas. « Es-tu prêt ?» demanda maître Vasseur. Oui, la voix de Lucas ne trembla pas. Il cliqua. La barre figée bougea lentement au début, puis plus vite, des fichiers volèrent à travers l'écran, documents, actes, transferts de fonds, comptes internationaux, listes d'actifs, portefeuilles d'investissement, protection juridique, des nombres plus grands que tout ce que Lucas avait jamais étudié à l'école défilèrent trop vite pour être traités, puis l'écran final se chargea, total des actifs consolidés protégés 450 280 000 euros. Lucas inspira si brusquement que cela lui fit mal, Sophie couvrit sa bouche, Marc recula d'un pas en chancelant, pressant sa main contre le mur pour l'équilibre, et même le banquier, Monsieur Lefebvre, chuchota quelque chose qui ressemblait à une prière. Près d'un demi-milliard d'euros, et cela appartenait à un garçon de 10 ans portant des baskets bon marché. Personne ne parla pendant plusieurs longues secondes, le nombre brillait sur l'écran comme s'il était vivant, respirant, pulsant, ce n'était pas de l'argent, c'était un tremblement de terre. Maître Vasseur baissa la voix, « Pas étonnant qu'ils arrivent. » Marc s'agenouilla près de son fils, « Lucas, ça change tout, absolument tout. » Lucas déglutit difficilement, le nombre brûlant dans son esprit, mais ce qui le surprit n'était pas le montant énorme, c'était l'étrange calme en lui. Au lieu de paniquer, il se souvint des mots de son grand-père, « L'argent raconte une histoire, ton cœur décide comment elle se termine. » « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-il calmement. Maître Vasseur s'approcha, « Tu choisis, les options que ton grand-père t'a données sont toujours valables. » Lucas regarda les adultes qui avaient façonné sa vie, sa mère qui portait la peur seule, son père qui s'était caché dans l'ombre pendant des années, l'avocate qui protégeait les secrets, les banquiers qui étaient passés de la moquerie au respect, mais surtout il pensa à une fille dans le parc qu'il avait vue plus tôt, celle avec le cahier déchiré, celle que personne ne remarquait. Il se redressa, « Je choisis la deuxième option, » dit-il. Sophie se pencha, « Tu es sûr, mon chéri ? » Oui, je veux que l'argent soit protégé jusqu'à mes 21 ans, je ne veux pas être célèbre, ni chassé, ni utilisé, je veux du temps pour grandir sans avoir à regarder par-dessus mon épaule. Marc inclina la tête, soulagé, et maître Vasseur sourit doucement, un choix sage. Mais, dit Lucas en levant le menton, je veux autre chose. Tout le monde le regarda. Je veux qu'une partie de l'argent soit utilisée maintenant, pas pour moi, pour les enfants qui n'ont pas de chance, les enfants qui pensent qu'ils sont nés pour perdre. Sophie eut le souffle coupé, Marc couvrit sa bouche, Monsieur Lefebvre cligna des yeux rapidement, l'incrédulité se transformant en admiration. Je veux les aider, continua Lucas, papy disait toujours qu'un cœur qui aide vaut plus qu'une main qui prend, alors je veux commencer à aider aujourd'hui. Les yeux de maître Vasseur brillèrent, et combien voudrais-tu donner ? Assez pour changer beaucoup de vies, dit Lucas, mais pas assez pour changer la mienne. Le silence tomba à nouveau, mais un silence différent, plein d'espoir et de fierté. Monsieur Durand mit une main sur son cœur, quand tu auras 21 ans, jeune homme, cette ville connaîtra ton nom pour les bonnes raisons.
Maître Vasseur s'éclaircit la voix. Je t'aiderai à établir une fondation en l'honneur de ton grand-père, une entité légale protégée. Lucas hocha la tête, appelez-la la Fondation du Bois, pour les enfants qui méritent un avenir. Marc serra son fils dans ses bras pour la première fois depuis des années, une étreinte qui contenait du regret, de l'amour et une seconde chance. Sophie les rejoignit et pour la première fois, les trois se tinrent ensemble comme une famille et non comme des morceaux brisés. À l'extérieur de la pièce, la banque était devenue silencieuse, plus de rire, plus d'arrogance, seulement du respect, et quand ils sortirent ensemble, les gens s'écartèrent. Monsieur Lefebvre lui-même tint la porte, et Lucas ne se sentait pas comme un millionnaire, il se sentait comme quelqu'un qui avait enfin appris qui il était censé être. Ce soir-là, alors que la famille sortait dans l'air frais de Paris, Lucas chuchota vers le ciel, « Je l'ai fait, papy, je te rendrai fier », et quelque part en lui, il sentit comme si Pierre Dubois lui répondait, « Tu l'as déjà fait ». Alors qu'ils marchaient vers leur voiture, Lucas prit la main de sa mère, « Maman ?»« Oui, mon chéri. Je veux aider un enfant demain, juste un, et puis un autre, et puis un autre. » Sophie sourit, des larmes fraîches sur ses joues, « Alors c'est exactement ce que nous ferons. » Et c'est ainsi que l'histoire de Lucas Dubois ne se termina pas avec une fortune, elle commença avec une mission.